Calme-toi, jeune entrepreneur. Ah mais que c'est nul, mais que c'est nul. Ok, faut vraiment que je trouve une manière de commencer ces vidéos. On est de retour pour le chapitre 2 de notre aventure dans l'histoire de la philosophie. On perd pas un instant de plus et on y va. Gustave, t'es prêt? Il croit vraiment que j'existe, hein. Et c'est parti! Thalès, que nous avions rencontré la dernière fois, a laissé une empreinte considérable dans sa région. Il devint le maître de l'école milésienne qui portait un autre nom, l'école des physiciens. Du grec, physis qui signifie la nature. Au sein de cette école, il eut comme disciple celui qui allait prendre sa relève et qui poursuivrait la route vers la sagesse. Son nom, Anaximandre. 5 syllabes, va falloir se calmer. Il est né à Milet en 610 avant Jésus-Christ. Ah, y a pas eu la blonde, là. Et il meurt en 646 avant Jésus-Christ. Il fut législateur et dirigea pendant un temps une colonie grecque, Apollonie du Pont, couplant comme Thalès la recherche de la vérité à l'action politique. Ses qualités de géomètre n'ont rien à envier à Thalès, et il fut même astronome, introduisant la compréhension des gnomones et des cadrans solaires en Grèce. D'un point de vue cosmologique, il conçoit le monde comme un mécanisme ordonné. La Terre, de forme cylindrique, flotte en équilibre au sein de l'infini. Le Soleil est considéré comme une boule de feu dont la masse est gigantesque et qui serait bien éloignée de la Terre. Par ailleurs, en biologie, l'origine de la vie peut se résumer selon lui en ces termes. L'eau se mélangeant à la terre et étant réchauffée, des êtres semblables à des poissons seraient venus à l'existence. Les hommes viendraient donc des poissons. Son activité juridique et scientifique a sûrement amené Anaximandre à chercher ce qui garantissait l'ordre du monde. Au travers de cette recherche, il va apporter à la philosophie deux concepts essentiels. La notion d'arché et l'apeiron. Alors j'ai rien contre le grec, mais en vrai ça fait vraiment le mec qui se la pète. Si l'on garde la langue grecque pour parler de ces deux concepts, c'est que leur sens est d'une richesse telle qu'il faudrait plusieurs mots français pour en désigner les contours. Arché signifie principe ou origine, et en même temps fondement et commencement. Oui, en gros c'est un fourre-tout, quoi. Anaximandre va donc nommer pour la première fois l'objet de sa recherche. Il veut connaître le principe des choses, l'arché de toute la réalité. Le physicien qu'il est veut connaître à la fois l'origine du cosmos, le principe d'ordre et les causes qu'il compose, ce qui commande et préside à tous les événements, et enfin ce vers quoi sont ordonnées toutes les choses. C'est cela que revêt le terme d'arché. Thalès avait nommé comme arché l'eau, origine de tout et matière de toute chose. Pour Anaximandre, l'erreur de son maître est de donner un principe déterminé pour expliquer tout. Selon lui, le fait que le feu, l'air et la terre viennent de l'eau semble peu probable. Du déterminé ne peut venir que du déterminé. C'est-à-dire? L'eau ne peut donner qu'un effet à queue. Ah d'accord. Il faudrait un principe indéterminé pour pouvoir devenir toute chose et les composer premièrement. Comme le dit Aristote, Oh, j'adore Aristote. quant aux autres physiciens, ils pensent que les contraires sortent de l'être un qui les renferme, comme le croit Anaximandre et tous ceux qui admettent à la fois l'unité et la pluralité des choses. Ah non, mais si on vulgarise votre réponse, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Oh, cette rencontre est explosive! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est devenu dingue! T'as rien compris? En gros, de la plante donne de la plante, de l'eau donne de l'eau, et du feu donne du feu. Faudrait un truc qui ne soit ni du bois, ni de l'eau, ni du feu, pour être à l'origine des trois. Et ça consiste en un Pokémon qui serait l'apeiron. Fou, c'était rapide! Tu te rends compte que je viens de résumer l'apeiron à l'aide de Pokémon?
On pourrait monter une chaîne YouTube Pokémon. J'aime manger des raviolis aux épinards gentils. Alors là, cette musique, elle peut rester très sérieusement dans la tête. Or, ce qui est indéterminé, infini, illimité, peut être cause universelle, c'est-à-dire cause de tout. C'est donc l'invention du concept d'apeiron. Apeiron vient de peiras, la limite, auquel est joint le préfixe privatif a. L'apeiron serait donc ce qui est privé de limite, par exemple de limite dans l'espace ou dans le temps. L'apeiron est indéterminé. Il n'y a pas en lui de distinction qui pourrait exister entre une carafe, un verre, un livre ou bien un disque dur. Ce faisant, l'apeiron est indéfinissable. En tant que principe de tout, l'apeiron n'a lui-même pas de principe. Il est sans commencement et sans fin. Ainsi, inengendré et éternel, l'apeiron est la cause permanente de toutes les autres choses, de leur naissance comme de leur destruction. Avec Anaximandre, on atteint un sommet dans l'école de Milet. L'effort d'abstraction y est colossal. Et la preuve, c'est que j'ai rien compris. Son successeur, Anaximène, essayera d'apporter de la nouveauté, mais malheureusement, plutôt que d'explorer le principe indéterminé des choses qu'était l'apeiron, il va lui redonner une limite en déclarant que l'arché de tout est l'air. Quelle indignité. Espèce de débile. Qu'à cela ne tienne, la recherche de la sagesse est née, et bien née, et elle va gagner l'ensemble de la Ionie, puis de la Méditerranée. La prochaine fois, nous verrons... Oh, et puis non, tu verras. Suspense. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter l'ensemble des vidéos. Tu peux partager à ceux qui aiment la philo. Oh, 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 oh. Bon, faut partir là. Non, faut sérieusement se barrer parce que je vais commencer à péter un câble.